Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en sciences humaines. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. J'ai l'impression qu'on s'est perdu depuis quelques semaines déjà, lié à toutes sortes d'événements. On est une petite chambrée aujourd'hui liée notamment à la période, qui n'est pas la plus à même d'attirer notamment collègues, chercheurs, étudiants. Enfin, on est à un moment un peu d'entre-deux, mais je suis vraiment content que vous soyez là parmi nous. Je vais profiter pour saluer nos amis qui nous suivent alors sur plusieurs sites, à la bibliothèque universitaire, à l'IGA, à la chapelle sous Aubenas, à la maison de l'étudiant à Valence et au Sermosem en Ardèche. Ils nous suivent en streaming. C'est important qu'on puisse les saluer. Alors heureux également d'accueillir parmi nous notre collègue, puisque Maria Gravari-Barbas est géographe, elle est professeure de géographie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Dit comme ça, c'est toujours très impressionnant. Dit comme ça. Ça clignote, mais autrement aussi. Directrice de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme et aussi de l'EREST, une autre plateforme de recherche. Maria assure également la coordination de la chaire UNESCO, Culture, Tourisme, Développement et 1000 autres responsabilités, avec à la fois une implication sur Paris, au national, et très forte à l'international, et pas simplement européen, puisque quand on te suit dans tes activités de l'année, on voit que ça clignote un petit peu partout sur les mapmondes, ce qui devrait être normal pour une géographe. Alors elle a publié de nombreux ouvrages que je ne vais pas citer, mais sur ces thématiques du tourisme, du patrimoine, de la ville, aussi, voilà. Alors quand on a réfléchi sur les thématiques de l'année, vous savez que nos rendez-vous en sciences humaines ne sont pas thématisés, mais on essaye d'avoir une palette assez large. La question du patrimoine, elle nous semblait intéressante. Intéressante parce qu'elle n'est pas très creusée ici à Grenoble, notamment dans la gestion de la ville. Ce n'est pas une ville qui, pour l'instant, a trop misé sur cette question du patrimoine, liée à la taille peut-être de son patrimoine, à la façon historique dont on traitait peut-être le patrimoine et une partie du patrimoine. Et donc quand on a réfléchi à la présence et une conférence, on a naturellement pensé à Maria Gravari-Barbas et notamment aussi sur une thématique qui est creusée à l'Institut de géographie alpine dans le cadre du laboratoire PAC, c'est la notion d'habiter. Puisqu'en 2005, je crois que dans un article, vous aviez parlé de la notion d'habiter le patrimoine. C'était Cybergéo, cette revue. Voilà, je voudrais vraiment la remercier d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, juste un petit mot en introduction. L'impression qu'on peut avoir sur cette notion de patrimoine et de patrimonialisation, donc là on aura besoin de précision, on a l'impression qu'aujourd'hui tout pourrait être patrimonialisé. Tout pourrait se transformer en objet de patrimoine digne de conservation, si tant est que c'est cette approche-là que vous avez de la patrimonialisation. La ville, j'en ai parlé, la nature, on ne parle plus que de ça. La montagne, désolé, mais ici on est obligé. Puis Marie-Christine Fournier est là pour le LABEX, donc c'est un thème que je ne pouvais pas louper. La question du paysage qui nous réunit aussi régulièrement et sur lesquels on travaille avec des artistes dans une démarche qui s'appelle Paysage et sur laquelle on réfléchit. Mais aussi et désormais la cuisine,
la nuit, la route, les canaux du sud de la France et d'ailleurs, le ciel étoilé même aujourd'hui, qui serait peut-être en phase de patrimonialisation. Et je me posais la question, compte tenu des mobilisations de ces derniers mois, à quand une patrimonialisation du défilé du 1er mai? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre le défilé du 1er mai et puis d'autres formes de mobilisation, j'allais dire plus actuelles, mais je ne sais pas ce qui est actuel et contemporain. Donc dans les questions qu'on souhaitait te poser, c'est pourquoi ce mouvement, quels impacts sur nos sociétés contemporaines, mais aussi peut-être quels risques, parce qu'à force de patrimonialiser, on ne sait peut-être plus vraiment ce qu'est le patrimoine. Je disais que ce n'était pas un moment très opportun pour mobiliser largement nos étudiants, la recherche, mais c'est donc dans l'autre sens pas toujours non plus un moment toujours facile pour les enseignants-chercheurs que de bloquer pour faire quelques kilomètres et venir échanger avec nous. Donc merci beaucoup d'être là pour cette demi-heure d'échange, de conférence et d'échange avec nous. Cette fidélité nous fait plaisir parce que ce n'est pas la première fois que tu viens nous voir dans d'autres cadres ici à Grenoble. Voilà. Parfait, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci tout d'abord pour ces mots d'introduction et merci à la MSH pour votre accueil. Je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui et d'échanger avec vous sur ces questions concernant le patrimoine et la patrimonialisation. Luc, ton introduction a mis l'accent sur l'élargissement en fait, de ces champs patrimoniaux et effectivement, je pense que c'est de cet élargissement qu'il faudra réellement commencer que je veux commencer ma conférence aujourd'hui parce que il est certain que nous connaissons actuellement un élargissement continu, accéléré même, au cours des dernières décennies de cette notion du patrimoine. Il est clair que cette rupture avec le concept des monuments historiques dans lequel le patrimoine puise en fait ses racines depuis le XIXe siècle a largement été consommée dès le XXe siècle. On parlait à cette époque-là, et là je cite en fait les propos d'André Malraux et d'André Chastel dans le cadre de la mise en place de l'inventaire général. Ils parlaient à ce moment-là de la petite cuillère à la cathédrale. Et à ce moment-là, ces champs paraissaient extrêmement larges. On n'est plus là. Clairement, on n'est plus là. On est allé aujourd'hui bien plus loin finalement de cet éventail d'objets possibles qui était donc imaginé, anticipé par Malraux et par Chastel. Et on est allé plus loin tout simplement parce qu'on est très largement sorti de cette approche matérielle du patrimoine. On est bien au-delà aujourd'hui de la matérialité patrimoniale, puisque cette matérialité, aussi diverse soit-elle, n'est aujourd'hui qu'une petite partie des éléments que notre société fait très volontiers entrer dans les champs patrimoniaux. Et ces autres éléments sont les artefacts, les traditions, l'oralité, les traces numériques, la nature, les vivants, t'en parlais tout à l'heure. Donc tout un ensemble en fait d'autres éléments qui sont progressivement incorporés dans les champs du patrimoine culturel. Et donc au-delà en fait de l'extension de la notion du patrimoine, et je dirais même parfois du fait de l'extension de la notion, le patrimoine aujourd'hui nous questionne, enfin il est en train de questionner, de défier nos acquis, nos connaissances et toutes nos certitudes. Et effectivement, tu posais tout à l'heure la question du risque. Est-ce qu'il y a un risque derrière tout cela? C'est une question à laquelle j'essaierai en fait de répondre. Et c'est vrai que cet état de choses donc met clairement en cause nos façons d'étudier le patrimoine, de les classer, de les protéger, de les stocker, de le conserver, de les gérer, de le valoriser, de les visiter, de l'exploiter. Enfin, voilà, une mise en cause généralisée de tout un ensemble d'acquis avec lesquels nous avions travaillé au XIXe et au XXe siècle, si je reviens en arrière, dans ce champ des monuments historiques dans lesquels effectivement la notion du patrimoine puise ses racines. Donc forcément, le patrimoine nous appelle aujourd'hui à l'aborder avec de nouveaux outils et avec des nouvelles approches. Alors dans ma présentation aujourd'hui, j'essaierai d'aborder au moins 2 points. Si la petite sonnette ne sonne pas trop vite, éventuellement un 3e point, on verra. Cela dépend, mais bon, ça permettra de toute façon, même si l'ensemble des choses que j'aurais envie de vous dire ne soient pas traitées dans cette première partie, qu'on les aborde après par nos discussions. Alors, les titres en fait de ma conférence aujourd'hui est la patrimonialisation du monde. Et effectivement, j'insisterai beaucoup dans cette façon dont la patrimonialisation interpelle finalement aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Et je mettrai beaucoup l'accent sur la mondialisation
et les rapports finalement que le patrimoine et la patrimonialisation entretiennent avec la mondialisation. Permettez-moi de rappeler 2 ou 3 choses qui sont tout à fait connues, mais qui me semblent être des éléments de cadrage tout à fait nécessaires et qui nous permettront en fait de comprendre pourquoi les sociétés contemporaines éprouvent ces grands besoins de patrimoine aujourd'hui. Rappelez très rapidement en fait l'hybridation des modes de vie et des pratiques, tout ce qui a été très bien étudié, entre autres par Luc, de façon tout à fait intéressante, donc l'hypermobilité, la polytopicité, la multiterritorialité, la multirésidence, la polynucléarité familiale, enfin bref, tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, nos attachements patrimoniaux ne sont plus que localisés dans finalement les territoires dans lesquels nous vivons. Nous avons aujourd'hui des attachements patrimoniaux qui sont bien plus complexes, qui sont multiples, et pour dire les choses de façon rapide et peut-être un peu caricaturale, vont bien au-delà de notre clocher, de notre village. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés, plus ou moins concernés par l'Acqua Alta à Venise. Ce patrimoine vénitien qui est éventuellement naissé est aussi notre patrimoine. Nous sommes tous aussi concernés par Borobudur. Nous sommes tous concernés par des grands sites patrimoniaux qui nous parlent, même si effectivement nous ne les connaissons pas, même si ils sont situés à des kilomètres loin de notre lieu d'habitation principal, et même si effectivement ce sont des lieux que nous n'avons pas encore visités. Donc premier élément à prendre en compte, et deuxième élément comme cadrage principal, c'est aussi que en fait, ces contextes en fait, des multi-appartenances est également à mettre en regard avec des sociétés individualisées, donc de nouvelles formes d'individuation qui sont, je pense, aujourd'hui beaucoup plus prononcées, voire même exacerbées par les sociétés numériques, avec donc comme corollaire de nouvelles façons de faire communauté ou de faire société. Et cette individuation donc qui est aujourd'hui exacerbée par l'univers de la toile, dans lequel donc blogs, réseaux sociaux, etc. célèbrent cette expression personnelle, concourt également, dans un autre sens cette fois, à l'extension patrimoniale, puisque là on entre également beaucoup par la patrimonialisation des objets personnels. Donc on est très perso tout en étant tout à fait intégré également dans ces grands mondes. Donc patrimonialisation des objets personnels, qu'ils soient matériels ou numériques, et aussi patrimonialisation de tout un ensemble d'objets, repères, des flags, on pourrait dire, qui sont parfois éphémères et qui signent finalement notre appartenance communautaire. Donc une certaine tension entre effectivement ces 2 échelles dans lesquelles aujourd'hui nous appartenons. Et il me semble que c'est important de connecter ces aspects à la façon dont nous produisons les patrimoines. Troisième point très rapidement, les technologies numériques. Je pense que ça intervient énormément dans la façon dont nous produisons nos patrimoines aujourd'hui. Elles bouleversent clairement la façon dont nous nous situons dans le monde, dans l'ici et dans l'ailleurs, dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et là, je ne parle pas seulement de la numérisation du patrimoine, qui effectivement bouleverse totalement la façon dont nous vivons le patrimoine. Je parle également des nouvelles écritures patrimoniales qui sont donc nativement numériques et qui réellement nous interrogent énormément dans la façon dont on peut les stocker, les protéger, les conserver, enfin bref. Donc elles opèrent vraiment un bouleversement en termes de notions, de concepts de patrimoine qui me semble tout à fait important. Je rajouterai à ces considérations préalables 3 paradigmes qui doivent également, me semble-t-il, être pris en compte dans la façon dont nous comprenons aujourd'hui le patrimoine. Premier paradigme, le paradigme de la durabilité. Tu en parlais également, Luc. Je pense que tu as fait décidément une introduction qui est très complète de ces questions que j'aimerais aborder. Donc, le paradigme de la durabilité qui semble finalement s'imposer aussi dans la façon d'aborder le patrimoine. C'est-à-dire que, quelque part, contribue à fondre le patrimoine dans un souci généralisé de cadre de vie. Donc, nous nous éloignons des objets per se, nous nous éloignons des objets stricto sensu pour intégrer finalement ces objets, mais aussi également des éléments patrimonialisés plus larges. Tu évoquais la nature, tu évoquais les paysages, de façon donc qui est beaucoup plus large et qui effectivement correspond davantage à ces soucis généralisés de cadre de vie
Et donc, c'est quand même assez intéressant de voir de quelle façon on peut aujourd'hui conjuguer le patrimoine et ces questions qui sont plus relatives à ce cadre de vie. Donc, ces paradigmes durables contribuent aussi à la dynamique patrimoniale par la préférence, par exemple, à la réutilisation, au recyclage des lieux, au recyclage des objets, selon finalement des critères qui sont différents des critères qui ont prévalu jusqu'alors pour la conservation des éléments patrimoniaux. C'est-à-dire que nous nous éloignons, en quelque sorte, d'une certaine sanctuarisation des objets, à une certaine mise sous cloche des objets, pour finalement les intégrer de façon qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active dans notre vie en fait quotidienne. Deuxième élément, paradigme ou cadre des pensées générales, finalement, ces contextes capitalistes dans lesquels nous vivons et qui concernent aujourd'hui, finalement, la quasi-totalité du monde. La société de consommation aussi. Et c'est vrai que là aussi, je pense que ça intervient beaucoup dans la façon dont nous concevons le patrimoine. Parlant de cette société de consommation, bon, je fais référence au fait que nous consommons de plus en plus, nous consommons aussi de plus en plus vite, et donc, par définition, nous produisons beaucoup plus de déchets. Et là, parlant des déchets, je fais référence aux travaux de Christophe Pommian, qui a expliqué la patrimonialisation comme la sélection de certains objets qui n'ont plus de fonction d'usage, qui deviennent déchets, mais que nous n'acceptons pour autant de les laisser disparaître. Donc, que nous patrimonialisons. Hein? Donc, cette production accélérée des déchets, des éléments qui n'ont plus de valeur d'usage, multiplie, en fait, en quelque sorte, ces questionnements que nous avons sur les futurs de ces déchets. Est-ce que certains de ces déchets, nous n'avons pas, in fine, envie de les garder? Ces déchets peuvent aller d'une usine qui n'est plus fonctionnelle et qui est donc peut-être patrimonialisée, mais ça peut aller jusqu'à mon portable qui n'est plus aujourd'hui fonctionnel, mais que j'aurais peut-être envie de patrimonialiser, c'est-à-dire de ne pas les laisser disparaître. Voilà. Donc, gardons également en tête ceci, cela me semble important. Et finalement, un troisième paradigme qui est beaucoup plus lié à une culture des risques, une culture de gestion finalement et d'anticipation des risques qui intervient également de façon beaucoup plus générale dans la façon dont nous concevons le monde dans lequel nous vivons. Alors, parlant ici des risques, je ne parle pas, enfin, je parle effectivement des risques climatiques, des risques environnementaux, mais je parle moins ici des risques objectivables, en tout cas ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, en fait, nous cherchons de façon anticipée, consciente, réflexive, prendre en compte les différents risques qui nous entourent, dans la façon donc où ces risques interrogent éventuellement des objets que nous ne voulons pas perdre. Donc ça intervient également dans cette production des nouveaux patrimoines ou dans l'accélération finalement de la patrimonialisation. Alors voilà un cadre général et je parlerai là maintenant davantage de cette patrimonialisation du monde. Ce que je voulais dire, et j'articulerai en fait ma présentation aujourd'hui autour de ces questions finalement du rapport du patrimoine au monde. Alors, il faut revenir bien sûr en arrière pour dire que cette notion du patrimoine, historiquement, en France et dans la plupart des pays européens, nous l'avons construite dans le contexte des États-nations. C'est de cette façon-là que nous avons historiquement compris le concept de patrimoine. Il a été construit en fait dans cette, en articulation avec les constructions nationales. Or, la notion du patrimoine aujourd'hui, en fait, elle est intégrée, elle entre de plus en plus dans une nouvelle étape de mondialisation avec, en fait, la construction des territoires de plus en plus pluriels, et ceci à différentes échelles. Parlant de différentes échelles, je parle donc des constructions patrimoniales qui vont de l'hyper-local au mondial. Et gardons en tête ce que j'avais dit rapidement en introduction sur nos différentes appartenances. Donc, j'ai fait référence ici à des travaux, par exemple, de Neil Brenner, qui a parlé de cette globalisation comme réterritorialisation. Et effectivement, on peut parler de ces phénomènes de rescaling, donc de ces jeux en fait d'échelle, un changement d'échelle ou un jeu d'échelle, qui peut en fait être compris comme aujourd'hui comme une oscillation structurelle entre la territorialisation, la déterritorialisation et la réterritorialisation systématique en fait du patrimoine. Ceci dans des contextes que nous connaissons tous aujourd'hui, des contextes de post-colonisation, post-guerre,
post-conflit et qui nécessite également aujourd'hui de gérer finalement tout un ensemble de situations héritées de ces passés, donc héritées d'un passé colonial, héritées d'un passé lié à des guerres, à des conflits mondiaux. Et effectivement, ceci également nous amène, nous invite à considérer le patrimoine dans ces jeux d'échelle qui est également bien plus complexe. Donc ça, c'est un élément que j'aimerais également intégrer. Aujourd'hui, je pense que tout ce que nous vivons également avec c'est cette question relative à l'immigration en Europe, il me semble qu'elle interroge énormément les patrimoines. On a des questions formidables pour la recherche actuellement en rapport avec ce qui s'est produit actuellement dans le monde et en Europe en particulier, et ces questions patrimoniales, et que malheureusement, je pense que nous n'avons pas très bien traité, en tout cas pour l'instant. Un élément. Un autre élément, c'est en rapport toujours avec la mondialisation, c'est le fait que la mondialisation, en fait, expose aujourd'hui le patrimoine, y compris les patrimoines très locaux, aux yeux du monde. Le patrimoine local, aujourd'hui, il est regardé, non pas que par ceux qui vivent à côté de lui, par ceux qui l'ont érigé en patrimoine, il est regardé également par le monde de façon beaucoup plus générale. Et je pense que non seulement est regardé, mais je pense aussi que la mondialisation invite finalement le monde à participer à la production sociale du patrimoine. C'est-à-dire que ce travail de patrimonialisation qui a été beaucoup plus compris, étudié jusqu'à maintenant par son rapport au local, aujourd'hui, nous sommes invités à le comprendre par une production qui est beaucoup plus générale et qui effectivement s'est faite par le monde. Et ceci, en fait, parce que, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a des normes patrimoniales qui interviennent beaucoup dans la compréhension du patrimoine, parce qu'il y a des chartes internationales, mais aussi parce qu'il y a un tourisme international qui, effectivement, aujourd'hui, devient non seulement un consommateur du patrimoine, comme on a dans le passé étudié ou compris le tourisme, devient aujourd'hui un prescripteur de la patrimonialisation. Le tourisme international aujourd'hui devient effectivement un facteur qui produit des patrimoines dans d'autres lieux du monde en fonction essentiellement de ces populations touristiques internationales qui sont prescriptrices des nouveaux patrimoines. Donc des tensions entre local et mondial qui complexifient la lecture donc, de ces processus de patrimonialisation, qui la complexifient également parce que les acteurs qui interviennent dans la patrimonialisation sont aujourd'hui bien plus difficiles à comprendre et à cerner. C'est-à-dire que nous avons effectivement dans ces rescaling, dans ces rapports local mondial, nous avons aussi des systèmes d'acteurs qui participent de la patrimonialisation qui sont aujourd'hui beaucoup plus complexes finalement à analyser. Et il faut parler des normes patrimoniales en fait internationales ou parler de la circulation mondiale des normes en fait patrimoniales, qu'il s'agisse en fait de la diffusion du modèle occidental du patrimoine via les labels internationaux, via les ONG internationales, via la métropolisation qui est un facteur de production de patrimoine également, via les lancements aussi des grands événements patrimoniaux et aussi dans ces contextes de concurrence entre les territoires qui également contribuent à produire un star système patrimonial à l'échelle mondiale. Et c'est intéressant également de voir que dans cette circulation mondiale des normes patrimoniales, nous assistons aussi, et cela me semble un des aspects les plus intéressants à étudier concernant la patrimonialisation, nous assistons aussi à un inversement des paradigmes, c'est-à-dire à une compréhension finalement de ces concepts du patrimoine dans les pays occidentaux grâce à la compréhension qui est faite du patrimoine dans d'autres endroits du monde. C'est-à-dire que une partie finalement de ces évolutions du patrimoine, l'immatérialisation par exemple du patrimoine quelque part, est due aussi à une sorte de southern turn de ce concept du patrimoine et une compréhension finalement des patrimoines occidentaux via des approches qui s'inspirent largement de ces concepts du patrimoine dans d'autres contextes du monde. Et là aussi, je pense que nous avons quelque chose de tout à fait intéressant à étudier.
Deux mots sur donc, ces régulations patrimoniales nationales et internationales qui également participent beaucoup de la production patrimoniale aujourd'hui. Je pense qu'il est très difficile de parler de la patrimonialisation du monde sans parler de cette convention de 1972 de l'UNESCO qui a créé ces concepts extraordinaires du patrimoine mondial avec le succès que vous le connaissez aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment une convention qui a joué un rôle énorme dans la diffusion de la notion du patrimoine dans le globe. Mais au-delà en fait, de cette convention, au-delà du succès extraordinaire de cette convention, il faudrait également parler d'autres conventions internationales qui, elles aussi, ont contribué beaucoup à cette patrimonialisation aujourd'hui mondialisée, globalisée. Je fais référence notamment à la convention de l'UNESCO de 2003 sur donc, les patrimoines immatériels, la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui opère un changement de paradigme dans l'approche patrimoniale. Changement des paradigmes qui me semble vraiment très intéressant à comprendre puisque le patrimoine, selon cette convention, est construit autour du lien de l'appartenance davantage que sur l'exceptionnalité des objets. Au centre de cette convention, nous avons ce concept de la communauté et c'est donc la communauté qui fait patrimoine. Donc un changement de paradigme vraiment important sur lequel je reviendrai. J'aimerais également citer ici la convention de 2005 de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui, même si elle ne traite pas directement du patrimoine, je pense qu'elle contribue également à l'évolution du champ patrimonial. Et j'aimerais citer rapidement la convention cadre de Faro, convention du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, convention récente, donc de 2005, qui a également contribué de façon tout à fait décisive à déplacer les focus depuis le patrimoine vers la relation que les communautés construisent avec le patrimoine. Ces évolutions ne sont pas intrinsèques, seulement intrinsèques au champ patrimonial, donc les conventions que je viens d'évoquer, effectivement, sont patrimoniales, concernent les champs patrimoniaux de façon donc, plus concrète, mais on a également des évolutions extrinsèques qui également résultent de l'influence croissante d'autres sources normatives. On sait que les phénomènes de fragmentation du droit international fait qu'aujourd'hui, pour parler du patrimoine, il faut également prendre en compte les droits de l'environnement, les droits du commerce international, les droits de l'homme. Donc là, on est effectivement dans un champ d'outils qui est tout à fait important et qui interroge de façon tout à fait considérable la notion du patrimoine. Donc des interférences croissantes du champ du patrimoine et de la patrimonialisation avec d'autres processus sociaux, développement, territorialisation, métropolisation, qui font aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, qui font aujourd'hui du patrimoine non plus un secteur au contour bien délimité, mais réellement une transversalité. Et il faut comprendre le patrimoine aujourd'hui comme une transversalité qui concerne donc tous les champs de l'activité sociale. Alors, ceci m'amène à aborder le deuxième point donc, de mon intervention, qui porte sur ce que j'appellerais un nouveau régime de patrimonialisation. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il me semble qu'il est nécessaire de comprendre les patrimoines, non pas comme les patrimoines aujourd'hui, non pas finalement comme un changement quantitatif de ces objets patrimoniaux, c'est-à-dire effectivement un élargissement, on disait tout à l'heure, mais comme un changement qualitatif. C'est-à-dire que non seulement nous avons affaire à un élargissement de ce champ patrimonial, plus de choses, mais nous avons finalement à construire, me semble-t-il, un nouveau paradigme patrimonial. Donc j'appellerais ceci un nouveau régime de patrimonialisation, et je vais essayer d'expliquer de quoi s'agit-il. Donc, nouveau contexte patrimonial pour toutes ces questions que j'ai évoquées peut-être un peu trop rapidement et vous m'en excuserez. Donc, nouveau contexte qui, en fait, m'amène à considérer l'accroissement des objets patrimonialisés
et l'accélération aussi de la patrimonialisation comme finalement des indicateurs d'un changement des régimes de patrimonialité caractérisés aujourd'hui par de nouveaux producteurs de patrimoine, donc ces nouveaux systèmes d'acteurs que j'évoquais tout à l'heure, par des nouvelles valeurs patrimoniales, par des nouvelles fonctions, par des nouvelles significations et donc par des nouvelles échelles patrimoniales. Donc ces nouveaux aspects m'amènent effectivement à parler de nouveaux régimes patrimoniaux. Donc un régime qui s'exprime également par le passage d'une patrimonialisation via l'expertise scientifique des objets patrimoniaux, initialement centrée sur la valeur intrinsèque de l'objet, à une patrimonialisation aujourd'hui essentiellement sociale, à une patrimonialisation sociale qui revendique surtout l'attachement aux objets. Ce qui devient important aujourd'hui, ce n'est pas l'objet per se, c'est l'attachement que nous développons, nous tous, à ces objets qui nous semblent aujourd'hui importants, qui nous semblent importants pour vivre, qui nous semblent importants pour exister, qui nous semblent surtout importants pour construire société, mais pour construire société à ces échelles donc différentes que j'avais évoquées tout à l'heure. Donc le patrimoine aujourd'hui, je le comprends dans ces nouveaux régimes de patrimonialisation comme une relation au monde matériel, mais aussi une relation au monde spirituel. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vais essayer donc d'expliquer ce passage finalement à un patrimoine aujourd'hui relationnel qui induit donc de nouvelles relations entre tous ces objets que nous avons par ailleurs du mal à faire entrer dans les champs patrimoniaux, puisque effectivement, dès lors que le patrimoine n'est plus uniquement une collection d'objets, donc dans une approche monument historique, mais dès lors que le patrimoine devient effectivement un lien et un attachement, un rapport au monde, il devient effectivement beaucoup moins légitime aujourd'hui de distinguer entre le matériel et l'immatériel, entre le naturel ou le culturel. Donc, toutes ces catégories qui ont peut-être été des catégories opérationnelles dans le passé, eh bien aujourd'hui, peut-être qu'ils ne sont plus opérationnels, puisque c'est de nouveau l'individu ou les communautés qui entrent au centre de notre compréhension de ce qu'est patrimoine. Et ceci, bien sûr, se reflète également dans les contours de ce que nous considérons aujourd'hui comme patrimoine. Je vais dire tout simplement que ces zonings, ces zonages patrimoniaux sur lesquels nous avons vécu essentiellement pendant cette période des 30 glorieuses, donc les périmètres, les secteurs, les zones, les aires, etc., mais évidemment, aujourd'hui, n'est plus du tout opérationnel. Et ces nouveaux concepts, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, Luc, celui du paysage culturel, eh bien les paysages culturels bousculent totalement, mais totalement finalement en cause, cette approche un peu mesquine et réduite de définir telle ou telle zone, telle ou telle aire dans laquelle nous concentrons notre attention et nous concentrions notre attention essentiellement sur les objets matériels. Alors, je terminerai donc sur ce nouveau régime de patrimonialité et je rappellerai tout simplement que ces nouveaux régimes donc forment, me semble-t-il, et c'est là où ça devient intéressant également pour la recherche, forment système avec une nouvelle étape de mondialisation et remet donc en cause bien plus radicalement que dans le passé ce que nous pouvons appeler le patrimoine stock. Je ne sais pas si vous comprenez ces termes, mais jusqu'à maintenant, notre politique des musées, notre politique des monuments historiques a été fondée sur des stocks patrimoniaux, une sorte de thésaurisation patrimoniale qui était créée par des experts, par des États-nations, etc. Donc tout un ensemble de choses qui étaient stockées, protégées voilà, pour un avenir permanent. Et nous entrons donc de plus en plus dans une approche des patrimoines flux. Et ces patrimoines flux aujourd'hui est donc caractérisé par une certaine transactionnalité, par aussi une événementialisation plus importante, aussi une éphéméralisation plus importante, par ces processus que j'ai évoqués tout à l'heure de territorialisation et de reterritorialisation, et donc finalement par un glissement, on pourrait dire, de l'objet
vers toutes ces potentialités immatérielles, potentialités donc relationnelles, sociales, culturelles, mais aussi économiques. Et c'est là où effectivement ces approches de comprendre aujourd'hui le patrimoine est reconnectée pour les meilleurs et pour les pires, avec donc finalement ces cadres de pensée et de fonctionnement capitalistes que j'évoquais tout à l'heure. Pour dire les choses très rapidement sur ce qui caractérise aujourd'hui, me semble-t-il, ces paradigmes, ces nouveaux paradigmes patrimoniaux, c'est donc tout d'abord une complexification des modalités de la production des patrimoines, c'est-à-dire que cette demande des individus et des sociétés pour les patrimoines est aujourd'hui alimentée par des acteurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus divers et qui sont finalement aujourd'hui tous légitimes. C'est-à-dire que nous sortons finalement du cadre de l'expert qui avait comme rôle de désigner ce qu'est patrimoine et ce qui n'est pas patrimoine. Aujourd'hui, effectivement, la patrimonialisation entre dans la société et moi, vous, tout le monde a donc vraiment un rôle actif à jouer dans cette production des patrimoines. Un rôle en tout cas bien plus actif que dans le passé. Donc premier élément, cette complexification des modalités des productions des patrimoines qui va de pair avec donc la désinstitutionnalisation du patrimoine. C'est-à-dire que effectivement, on est dans des approches de désintermédiation du patrimoine. Le patrimoine se produit finalement beaucoup plus en direct et sans forcément la médiation de ces intermédiaires qui étaient censés labelliser le patrimoine. On peut effectivement ici parler d'une démocratisation du patrimoine, mais je serai très prudente. Effectivement, nous sommes dans une logique de production du patrimoine par le bas, une approche patrimoniale qui est beaucoup plus bottom-up qu'elle ne l'était dans le passé, mais cette démocratisation est très complexe et très traversée par des contradictions. Donc ça me semble réellement difficile de parler réellement d'une démocratisation. Patrimoine qui est aussi caractérisé par une approche qui est de plus en plus expérientielle, et ces tournants expérientiels l'a étudié pour plein d'autres secteurs. Je pense qu'effectivement, dans le domaine du patrimoine, cela joue aussi un rôle très important. Ces tournants expérientiels, il est également à mettre en rapport avec une certaine démystification du patrimoine, une certaine désacralisation du patrimoine. Et je pense que là, le numérique joue un rôle très important dans cette démystification et dans cette désacralisation en fait patrimoniale. De façon générale, le patrimoine sort, les rapports que nous avons au patrimoine échappent de cette logique de contemplation, de l'admiration, pour entrer finalement dans des registres qui sont beaucoup plus interactifs, y compris dans la coproduction de ces patrimoines. Ces régimes de patrimonialisation est aussi caractérisé par une culture de transmission patrimoniale qui est aussi axée sur des valeurs qui sont constamment réinterprétées, c'est-à-dire que compte tenu du fait que le patrimoine aujourd'hui devient une dimension régulatrice de notre monde, eh bien, en fait, on a de plus en plus recours à des réinventions patrimoniales, à des remplois patrimoniaux, finalement à une intégration beaucoup plus interactive du patrimoine dans la vie quotidienne. Ces régimes patrimoniaux est aussi caractérisé, et là j'y reviens à ce que je disais tout à l'heure, au fait que les modèles de gestion qui étaient en fait construits sur l'État-nation s'essoufflent clairement aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-nations aujourd'hui clairement n'ont pas la capacité, n'ont pas la possibilité, n'ont certainement pas la volonté non plus de prendre en compte cette nouvelle façon de produire le patrimoine. L'appareil finalement étatique, l'appareil des États-nations qui avait porté dès le XIXe siècle le patrimoine dans son approche monument historique, évidemment est tout à fait, n'est pas préparé à comprendre et à accompagner cette nouvelle façon de produire le patrimoine. Donc, nous avons tout un ensemble de nouvelles approches en termes de modèles de gestion et de modèles économiques. Le développement de tout ce qui est crowdsourcing ou crowdfunding, c'est effectivement quelque chose qui gagne énormément du terrain et qui permet justement la participation d'un nombre bien plus important d'acteurs, des stakeholders, dans la façon dont le patrimoine est à la fois produit, mais aussi géré.
Et finalement, tout ceci, et c'est là où je conclurai, désolée d'avoir été peut-être un peu plus longue, une évolution finalement de la notion même du patrimoine, clairement, telle qu'elle avait été conçue depuis donc l'émergence de la notion au XIXe siècle, dans ce contexte de monuments historiques. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le patrimoine aujourd'hui est un principe actif finalement du développement durable, donc un patrimoine flux, un patrimoine qui peut être réinterprété, un patrimoine qui n'est pas sacralisé, un patrimoine sur lequel nous acceptons effectivement l'intervention, nous acceptons la réinterprétation, nous acceptons l'évolution. On n'est plus dans cette logique patrimoniale d'un patrimoine stock, hein, donc un patrimoine flux réinterprété. Là, effectivement, cette notion du paysage culturel à laquelle je faisais référence tout à l'heure, elle correspond totalement, finalement, dans cette nouvelle compréhension du patrimoine. La notion du patrimoine culturel, elle est relativement ancienne, elle a été introduite par l'UNESCO dans les années 1990, mais on voit l'énorme succès qu'elle a aujourd'hui, où effectivement, on a pleinement cette compréhension des patrimoines culturels vivants, dans lequel non seulement la nature, mais aussi l'humain fait partie effectivement de ce patrimoine. On est dans des approches patrimoniales qui sont quasi anthropiques aujourd'hui. Donc voilà, ces paradigmes de la durabilité me semble-t-il émerger comme, de façon réellement déterminante, comme une grille de lecture du monde et des rapports aussi des individus avec le monde. Et je pense qu'elle influe sur la façon d'aborder le patrimoine, induisant aujourd'hui sans doute une prédominance de l'éthique sur l'esthétique. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi de cette façon-là qu'il faut également comprendre le patrimoine. Il est clair aujourd'hui, je pense que personne dans la salle n'a une approche du patrimoine aujourd'hui fondée sur ses caractères esthétiques tels que c'était les concepts du patrimoine au début. Les critères de la beauté est totalement aujourd'hui déconsidéré. Donc l'esthétique passe au second plan au profit des nouvelles approches qui mettent l'accent sur donc l'éthique. Et je pense que ces conventions en fait des Nations Unies ou des conseils de l'Europe à la fois guident et résultent aussi, et c'est très important de les comprendre dans une approche réflexive, guident et résultent donc ces évolutions de la notion du patrimoine dans le monde. Et je pense que le patrimoine aujourd'hui, il faut le comprendre, il faut comprendre la façon dont les sociétés se positionnent par rapport au patrimoine, non pas comme un droit du patrimoine, mais comme un droit au patrimoine. Et si effectivement nous entrons par un droit au patrimoine, de la façon par exemple dont il est défini dans le cadre de la Convention 4 de Faro, les droits au patrimoine met de nouveau au centre les hommes et les femmes, les communautés, et permet en fait de reconsidérer globalement ces concepts du patrimoine. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci beaucoup.